Je t'avais demandé à tout hasard de préparer une des dernières questions que je prévois moi pour mes interviews. Parce qu'en général, il faut attendre que les gens aient un peu causé et que tu aies chopé quelques indices sur à partir de ce qu'ils t'ont raconté avant d'en arriver là. Mais bon, je te dis, voilà, est-ce que tu te souviens de ce que aimais faire quand tu étais plus petit? Je veux dire gamin, hein, parce que je sais pas combien tu mesures. Non, c'est la blague que j'avais faite une fois à quelqu'un qui racontait, quand j'étais petit et je me suis mis à marrer et il a fallu s'y reprendre à 3 fois jusqu'à ce que son collègue comprenne ce que je voulais dire parce qu'effectivement le mec il m'arrivait là, quoi. Donc il a reformulé et du coup j'ai gardé parce que j'ai trouvé ça amusant. Donc quand tu étais plus jeune, enfin gamin quoi, hein, est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais volontiers parce que tu avais pas de contraintes, hein, ni en temps, ni en autorité, ni en qu'on dira-t-on, peut-être ni en moyens? Tu avais des rêves plein à la tête, il y avait rien qui t'empêchait de le faire. Qu'est-ce que tu faisais instinctivement et même, je dirais vachement bien, comme ça, quoi? Alors déjà, moi, si tu veux, je vivais dans la ruralité, je vivais dans une toute petite ville de 5000 habitants. Mmh. Donc l'avantage que C'était j'ai Pau eu, aussi ou pas? non, ça s'appelait Vic en Bigorre, c'était pas Mmh. très loin, c'était entre Pau et Tarbes. D'accord. Et l'avantage qu'on a eu, c'est que c'était une petite ville, mais c'était comme un village, c'est-à-dire que tout le monde se connaissait. Mmh. Donc très rapidement, les parents nous laissaient sortir et faire ce qu'on voulait. Mmh. Donc très jeune, ben moi j'ai le souvenir d'être beaucoup dehors, ça c'est sûr. On faisait beaucoup de sport. Euh, J'étais passionné de rugby, de tennis, Mmh. de pala aussi, donc je jouais beaucoup. Pas là? Euh, Ouais, la pala, c'est, tu sais, comme au Pays Basque, quand t'es face à un mur et que tu tapes, alors on connaît la pelote Mmh. basque, Mmh. mais ça se joue aussi avec des raquettes en bois. Mmh. Et donc on jouait beaucoup à la pala parce qu'on avait un mur, un fronton dans ma ville. Mmh. Et j'allais beaucoup à la pêche aussi parce qu'on avait la chance d'avoir un ruisseau, enfin une rivière Mmh. même qui était dans la ville. Mmh. Donc c'est vrai que la jeunesse, elle s'est faite beaucoup dehors Mmh. et beaucoup dans le mouvement, beaucoup de sport. Mmh. Kinesthésique. Ouais, voilà, moi j'avais vraiment besoin de ça. Et à côté de ça, avec mon meilleur pote, il avait acheté un dictaphone à l'époque. Mmh mh. Et donc on Mmh. s'amusait à faire des fausses pubs. On faisait beaucoup de trucs à la voix. Quel âge vous aviez? Je sais pas, on devait avoir au début 14 ans. Ah, ça commence à être vieux déjà, d'accord. Ouais, alors ça, c'est Enfin vrai que vieux. c'est arrivé un peu plus tard, mais du coup, Hein ça a hein. été les prémices de ce qui nous a passionnés par la suite, parce Ah! que on a réussi à rentrer dans une radio. Mmh. Et donc, ce qu'on faisait au début sur dictaphone pour s'amuser, c'est devenu des émissions. Mmh. Et puis petit à petit, c'est devenu plus professionnel. On a vraiment passé beaucoup de temps à écrire des sketchs, à écrire plein de trucs Mmh. pour faire nos émissions. Donc, Mmh. c'était beaucoup de sport d'un côté Mmh. et aussi beaucoup d'écriture et de Mmh. créativité. Et comme on dit avec mes potes, si on avait eu YouTube à l'époque, je Mmh. pense qu'on aurait passé beaucoup de temps à faire du contenu Ah, humoristique, des conneries, quoi. bloguer, tout ça. Ouais, Mmh. je pense que on n'avait pas, en fait, à l'époque, on n'avait pas un retentissement très large, parce qu'on avait que la radio qui était locale. Et déjà, ça nous passionnait parce que on se marrait, on entendait les gens parler de nos émissions et tout ça, donc c'était marrant. Ah! Mais si on avait eu, je pense, une portée plus large, oui, on l'aurait exploité à fond, c'est sûr. Le fameux reach. C'est pas ce qu'on appelle le squash? Ah, le Non, squash, non, ça ça a rien j'en à ai fait voir. aussi par la suite, mais ça Mais c'est parce que la dans, raquette, elle est en bois aussi ou non, la même raquette du pas? squash, c'est comme une raquette de tennis, mais plus fine. Donc il y Ah, a OK. un filet aussi, et effectivement, t'as des murs, mais t'es dans une boîte, en fait, comme une Mmh mh. espèce de box. Mmh mh. Mmh. Alors que la pala, t'es vraiment, Ouvert. enfin, ouais, ouvert, dehors, avec un grand fronton, et en Parce qu'il gros, faut bien que la balle rebondisse quelque part. voilà. Sinon tu vas la chercher jusqu'à Cuba. OK. Et ça s'appelle Bala. La pala, Pala. P-A-L-A. Ouais, avec un P-A-L P comme Pierre au début. P-A-L-A et enfin, ça veut dire quelque chose dans la langue locale? Ou Alors, je t'avoue, je sais pas. Ce qui est ou sûr, c'est c'est que juste tu pas là?
Je pense que c'est quelque chose qui vient déjà du Pays Basque, voire peut-être Mhm, même que du côté espagnol. Donc je sais mhm. pas. Ah, donc J'ai un peu. il y a peut-être une sonorité qui est effectivement autochtone. Ouais, je pense. Il y a Mhm. quelque chose très Pala, latin, mais je sais pas ce que ça pala, veut dire. ça fait très palatine, ça n'a rien à voir, mais va savoir. Pala, palais, ouais, ça fait peut-être parois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est intéressant, sympa. 14 ans, donc je disais, ça commence à être déjà un peu mature. L'initiative, elle venait de toi avant ton copain ou ça c'était naturel, tous les deux, vous avez senti que voilà, Ben, fallait prendre un micro, enfin un micro, le dictaphone, tu sais, le futur Zoom, hein. je pense qu'on est à peu près de la même génération, mais c'était une époque où Moi, il y j'ai avait. 52 ans depuis décembre. Alors, je suis un peu plus jeune, mais C'est facile. c'était la génération des radios libres, tu Mhm. sais, où il y avait beaucoup de. Bah, il y avait Max, tu vois, il y avait Doc Eddie Fool, Il y avait toute cette période. Good Morning England, c'est ce que Ouais, ah, c'est ce ça, film-là? il est Ah, génial ce film. ah bah carrément, ouais. Et alors mais même ça, Good Morning England, ça remonte encore avant parce que ça, je Ah crois que ah. c'était dans les années 60-70. Mmh. Mais nous, dans Tu les avais pas la mini-jupe. T'as pas eu droit. non, Tu pas eu non, droit à la mini-jupe. on n'était pas aussi punk et rock'n'roll que les Anglais parce qu'on vivait quand même dans un milieu rural. Donc, si tu veux, Ouais, on était quand d'accord. même dans un truc. C'est pas arrivé jusque même Paris Hilton n'aurait pas pu arriver jusque-là. Non, 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 c'est clair. Et du coup, D'accord. c'est vrai que je pense que c'est à force d'écouter ces gens-là qu'on se disait. Et puis tu sais, il y avait aussi le festival Robles à l'époque, qui faisait plein de parodies de chansons et tout ça. Et en fait, ça nous faisait marrer. Et je crois qu'on avait envie de faire la même chose. Donc au début, on l'a fait sur dictaphone parce que on enregistrait, on écoutait en instantané, on se tapait des barres de rire et en fait, c'est venu comme ça. Et puis le jour où on est rentré à l'antenne, au début, on était dans une station dans le Gers, à Riscle, qui s'appelait Fréquence Adour. Je pense qu'il devait y avoir 20 auditeurs. Mais C'est énorme, 20 déjà. ouais, D'accord. mais enfin, après, tu vois, plus tard, on a été dans une radio, on avait à peu près 4000 auditeurs, donc c'était un autre. Plus Mais tard, c'est deux quoi? ans plus tard, 2-3 ans plus tard, on est De rentré sur une radio. 14 ans, 16 ans et ça y est tout de suite, waouh! Ouais, voilà, on a commencé à faire à risque, là, on devait avoir 15 ans, et à 17, on est rentré vraiment sur une radio un peu plus grosse, et Et donc d'accord. Waouh! c'est là qu'on s'est un peu professionnalisé. Et une fois que je suis rentré dans cette petite radio locale, comme je m'entendais bien avec le directeur des programmes, j'ai fait plein de trucs. En fait, j'ai commenté des matchs, j'ai fait les débats des législatives, j'ai fait des jeux à la con, tu sais, type la valise RTL. Enfin, on faisait plein de trucs, mais bon, j'adorais ça, quoi. C'était vraiment un truc qui me Ah, passionnait. c'est marrant ça. Et est-ce que, il y a eu des prémices avant donc ces 14 ans où vous avez vraiment lancé cette entreprise, d'une certaine façon? C'est pas parce que ça rapportait pas encore que c'était pas une entreprise, hein, puisque par définition, c'est une initiative, donc c'est une entreprise. Est-ce qu'avant, 12-14 ans, il y a eu quelque chose, hein, qui a amené à ça? Bah, moi, très petit, j'écrivais beaucoup, j'aimais beaucoup D'accord, écrire pour le des script? histoires. Mmh. Ça a toujours été une passion. Je dessinais beaucoup, mais en fait, Mmh. c'est vrai que j'aimais beaucoup raconter des histoires. Et Mmh. du coup, la voix, ça a été un peu le prolongement de ce que j'écrivais sur papier. Et puis, c'était surtout une manière de l'exprimer, je trouve, de manière plus chaleureuse, Mmh. moins technique, avec, ça, quelque part, se Tec connaît avec plus de spontanéité, quoi. technique? Bah, disons que je trouve que enfin, j'écris beaucoup, toi aussi, je crois, et quand tu écris, il y a quand même une technique, c'est-à-dire que tu essaies d'avoir, tu écris pas comme tu parles, donc c'est moins spontané, c'est plus travaillé, tu vas revenir plusieurs fois sur ton texte, tu Mmh. vas l'améliorer. Mmh. Quand t'es à la radio, c'est spontané, t'as pas le temps de revenir sur ce que t'as dit, donc je trouvais, t'avais pas de filet, quoi, donc j'aimais bien ce côté aussi où bah, même si tu fais une erreur, tu rigoles, tu peux te taper un fou rire, t'es pas parfait, mais quelque part, c'est ce qui rend la chose un peu humaine aussi, quoi. Donc j'aimais bien. Mais quand tu étais gamin, tu avais pas le souci de ces techniques, pas techniques, donc c'est ça Ah, que moi j'étais assez... c'est sur ça que je rebondis. Est-ce que tu parles de technique, déjà à l'époque où tu étais gamin? Tu sentais la différence entre,
entre l'oralité et l'écriture qui allait devenir tes futurs scripts, hein, ton futur entraînement au script ou enfin, Je pense que quand j'étais petit, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est maintenant avec du recul Ah, que tu ouais, relis, voilà, d'accord. le lien que je fais entre la période où j'étais très Je petit, où comprends mieux. j'écrivais des histoires, et celle qui m'a amené à le faire par la voix, c'était un peu le même cheminement. C'était parler à des gens, c'était travailler l'imaginaire des gens, c'était se marrer, partager des choses, mais différemment. Est-ce que, parce que je crois que certains ouvrages expliquaient que finalement, quand les gens sont motivés et quand ils sont suffisamment engagés au point où ils ne peuvent que le faire parce que ça fait partie de leur identité, c'est jamais vraiment pour une cause abstraite, hein, qui soit pas assez tangible, palpable, imaginable, visionnable. C'est pour quelqu'un. Et quelqu'un de, bon, disparu, existant, qu'on connaît personnellement ou pas, mais quelqu'un qu'on peut nommer. Est-ce que ça a été ton cas, à savoir que tu l'avais initialement fait, peut-être à tout hasard, pour une personne en particulier avant de t'apercevoir que... Je sais pas si je l'ai fait pour une personne en particulier, mais ce qui est sûr, c'est que dès le plus jeune âge, j'ai eu une espèce de fatalisme et de pessimisme sur le monde, Wow. parce que pour moi, et d'ailleurs que j'ai toujours, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, parce que finalement, c'est un peu triste à dire, mais j'ai jamais vraiment aimé le monde dans lequel on vit, et du coup, je crois que j'étais extrêmement observateur de tout ça, et j'avais envie de quelque part de montrer le ridicule de ce qu'on vivait. Okay. Et c'est pour ça que je le faisais toujours avec humour, mais quelque part c'était faire passer un message aux gens en leur disant mais enfin vous prenez beaucoup au sérieux, vous allez pas sauver des vies, en fait le monde il tourne sans vous, avec vous on sait même pas quelle est notre place. Donc en fait moi j'étais là un peu en poil à gratter, quoi. Je creusais vraiment tous les sujets qui étaient on va dire pas politiquement corrects, ou les choses qui gênaient un peu. J'aimais bien me provoquer, j'aimais bien débattre, et toujours parfois même me mettre à l'envers de mes idées, c'est-à-dire que j'allais argumenter en me mettant du côté de la personne enfin en tout cas des convictions que je n'avais pas. J'aimais bien cet exercice-là. Tu sais comment ça s'appelle? Non, je sais pas. Ça s'appelle la technique de l'homme de fer, hein, le steel manning en English. Hein, je connais pas. Alors je connais pas bien par cœur, genre l'histoire de Dorothy. Tu sais le magicien d'Oz. Oui. Il y a le truc en fer, je sais pas comment ça s'appelle, l'homme de fer, et il y a l'homme de paille, hein, ou l'épouvantail en bon français. Et la technique de, alors par rapport à l'histoire, je ne sais pas, mais la technique de l'homme de fer, le steel manning, c'est au lieu de, quand tu es un salesman très traditionnel avec des vieilles techniques, hein, tu cherches absolument à attaquer l'autre, hein, à humilier pratiquement ton adversaire, hein, jusqu'à ce que voilà, il soit battu à plat de couture et que t'es là mal dominant. Enfin bon voilà. Et en fait, c'est pas toujours une bonne stratégie parce que tu heurtes leur sensibilité, tu heurtes leur ego. Et il y a bien un truc auquel les gens tiennent par-dessus tout, en général, c'est l'ego. Tu blesses leur ego, c'est fini. Surtout les machos, comme on les appelle. Hein. Et le style manning, ça consiste à les flatter, mais à le faire intelligemment, à savoir, tu vas créer des arguments qui sont encore meilleurs pour flatter ton adversaire, hein, jusqu'à ce qu'il dise « Ah mais c'est vrai, j'ai pas pensé à ça », pour qu'il reconnaisse les qualités que toi, tu es en train d'exprimer sur lui. Et comme, en fait, tu l'as amadoué, mais tu l'as fait honnêtement, hein, tu as fait utiliser de vrais arguments, la technique, c'est tu surenchéris les arguments de ton adversaire, il est tout gonflé, c'est lui la star, d'accord? Tu vois un peu le cheminement. Et comme il se sent star, il est en bonne disposition. Tu sais, les 6 émotions, les émotions les plus positives, il les a. Donc, si ces émotions sont positives, que crois-tu qu'il va se passer? Il va libérer une place pour le côté rationnel. Il va être plus ouvert pour t'écouter. Et donc, après, tu peux l'attaquer. Parce que là, il est prêt à bouffer. Tu l'as servi, tu l'as rassasié. Il est au moins prêt à t'écouter. En fait, avec n'importe quel interlocuteur, c'est pareil.
c'est triste à dire, mais c'est presque un instinct de survie de vouloir attirer l'attention sur toi, même si, entre guillemets, tu le fais par maladresse, hein, tu le fais par désespérance, hein, parce que tu as tellement parlé à personne que tu as pas l'habitude. Enfin, peu importe, hein, les raisons, tu te rends même pas compte parce que pour toi, c'est légitime et toi, tu fais déjà ton possible, hein, et tu vois pas pourquoi on mesurerait pas cet effort. Bah non, ça se mesure pas, hein, il y a que le résultat qui compte, c'est on va au on va au plus pressé, c'est instinctif. Chacun survit pour sa pomme, d'accord? Et donc le style Manning, c'est ça. Si tu vas renforcer l'argumentation adverse, jusqu'à ce que il en peut plus, mais attends, il est là, mais il te regarde avec des yeux brillants, tu sais? Parce que c'est un peu la technique des guignols, parce que les gens, en fait, qui se font caricaturer, ils se sentent flattés qu'on parle d'eux. Et puis bon, ça dépend si l'humoriste est bon, hein. Si l'humoriste est bon, ils sont contents d'être ciblés par un humoriste aussi talentueux. Ils s'associent à son intelligence, ils s'associent à tout ce qu'il peut présenter de très intéressant. Et en plus, il parle d'eux, donc ça leur fait une publicité flatteuse, hein, puisque ça vient de la part de quelqu'un qu'ils ont intérêt à estimer ou qu'ils ont envie d'avoir dans leur poche, hein, voilà, c'est ça aussi. C'est tiens, celui-là, il me dépasse. Bon, je serai jamais humoriste comme lui, mais j'aimerais bien l'avoir de mon côté, donc qu'est-ce que je peux faire? Voilà. C'est vachement logique, hein. Et il y a un exemple que j'ai trouvé dans le film, j'ai trouvé toute seule, hein, et je pense que c'est ça. T'as dû voir passer au moins Love Actually, même par accident. Oui, oui, je l'ai Ça vu. passe tous les Noëls, hein. Et ben J'ai même fait, pour la petite ouais, histoire, je me vas-y. suis même retrouvé dans l'avant-première de Love Actually à Waouh! Londres. Oh, ça doit être chou. Ouais, bah ouais, et à l'époque, c'est vrai que Il y avait c'était, Hugues ou pas? oui, il était là, et il y avait Emma Thompson, et enfin, il y avait vraiment, Oh, trop mignon. Il y avait tout le panel. Il y avait même Colin Firth. Non, il est pas dans ce film. Non, oui, non, non, comment il non, c'est s'appelle? pas ce film. C'est l'autre. C'est celui qui est Euh, décédé. non, mais je pensais à l'autre acteur, là, Non, c'est qui pas est, Attenborough, c'est l'autre. Bon, le monde. ouais, C'est enfin, là, c'était assez drôle parce que on s'est Cyrus. retrouvé, Cyrus. ouais, exact. Les références à la con. Les références populaires, je voulais dire. Harry Potter. Ouais, Cyrus Black, hein. C'est ça. Lui, voilà. Exactement, Absolument. tout à fait. Ah bah t'as eu le panel, hein, t'as eu le panel de super talents british, hein, pour la plupart. Ouais. Voilà. Et donc dans Love Actually, si tu te souviens de cette scène admirable, hein, avec deux acteurs admirables d'ailleurs, hein, quand il y a le président des États-Unis et le Prime Minister, donc lui, et donc tu as le président des États-Unis, gna, gna, gna. Et puis après lui, Hugh Grant, il passe, hein, et puis il fait son discours, hein, avec des répliques magnifiques, hein, où il explique en fait, bon bah voilà, les États-Unis comme d'habitude, ils viennent pour faire leur marché, et puis au bout d'un moment, il place sa punchline, hein, la Grande-Bretagne, Great Britain, je sais plus si c'est United Kingdom, Great Britain, je pense que c'est Great Britain. Donc la Grande-Bretagne est un petit pays, mais une grande nation. Ouais. Et donc, avant d'en arriver là, et ensuite envoyer ces coups bien british, à savoir avec le sourire, n'est-ce pas? Flegme. Il a utilisé la technique du style Manning, puisqu'il a flatté le président des États-Unis jusqu'à ce que l'autre ne se méfie plus, et là, il contre-attaque. Mais je pense que d'ailleurs, Magnifique, c'est magnifique. c'est une discipline que les Britanniques manient parfaitement Mais bien. c'est anglais, hein. Parce Je sais que pas si c'est plus anglais qu'américain d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment leur culture. Hein. ouais. C'est même dans le boulot, ils vont jamais trop t'offenser tout de suite. Ils vont te dire je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et quand ils te disent ça, c'est qu'ils sont pas du tout d'accord avec Alors toi. moi, je me souviens, j'avais un copain qui m'avait expliqué qu'une fois, il y avait un souci avec les contrôleurs, hein, j'allais dire la RATP, de leur underground. Et il y avait le cousin qui s'est mis à déblatérer avec le contrôleur. Et si jamais tu coupais le son, tu crois qu'ils sont en conversation, alors qu'en fait, ils sont en train de se chamailler. Ouais. C'est adorable. Et donc un Anglais, quand tu lui proposes un projet, si jamais il te dit Do you have another option? Ça veut dire qu'il aime pas du tout. Ouais, c'est ça. Ils ont un côté très rond pour dire les choses. Voilà. C'est assez marrant. Enfin,
Au moins, je préfère cette version-là que la version chinoise, hein, qui voilà, qui te met en boîte, hein, et qui veut surtout avoir une conversation avec toi plutôt d'avoir quelque chose de productif. Ça, c'est déjà plus difficile à accepter pour moi. Mais bon. Donc voilà, Stillmanning, to stillman, c'est un verbe. Le J'ai stillman, c'est appris un un nom. truc, je connaissais pas. Still comme bah, le fer, hein, d'accord. Fer, acier, enfin ça dépend la composition du métal dépend du contexte. Hein. Sinon d'habitude on dit ça, on parle de fer ou de voilà. To stillman, stillman, donc le substantif. To stillman, c'est le verbe. Et puis stillmanning, le fait de. Et son contraire, enfin c'est pas tout à fait le contraire, mais disons que c'est son contraire par rapport au magicien d'Oz, ce que j'ai compris en tout cas jusqu'ici. C'est l'épouvantail, hein, donc le strawman. Straw comme paille, comme tu sais, la paille que tu siffles quand tu as un cocktail, par exemple. Strawman. Strawman, c'est complètement le contraire. C'est l'épouvantail, c'est celui sur lequel tu tapes quand tu t'entraînes au combat. Bah, il va pas t'arriver grand chose, hein, passe un homme de paille. Donc, quand tu utilises la technique de l'homme de paille, c'est tu utilises un argument complètement fallacieux qui est vachement facile à attaquable, hein, et qui se détourne en fait du sujet. Et tu attaques en fait la partie détournée que tu as choisie et qui est facile à attaquer. Donc ça peut être une généralisation, ça peut être une faiblesse qui n'a rien à voir. Enfin, typiquement par exemple pour le président des États-Unis, on va l'attaquer sur sa vie privée. On va dire que ouais, il a trompé sa femme, ça marche toujours. C'est une technique de strawman en fait. Tu n'es absolument pas en train d'attaquer la politique, hein, et même l'alinéa numéro machin sur lequel vous étiez en train de débattre. Tu es en train d'attaquer un truc plus général et qui a trait à sa vie privée. Mais comme c'est lié à sa personne, bah dans l'émotion des gens, ça suffit. Parce qu'une fois que les gens sont chopés par l'émotion, bah ils ont plus de rationnel. Ça, tu vois, c'est des choses qui... On est assez prévisible, hein, finalement, sauf que comme tout ça va très très vite, on a peut-être le temps de le percevoir, mais on n'a pas le temps de le conscientiser. C'est là que l'entraînement compte. Et donc quand toi, à force de t'entraîner à interviewer les gens, bah tu es beaucoup plus sensible. Alors je t'avais un truc auquel je pensais aussi, quand tu disais oui, extérieur, gamin, oui, je voulais dire aussi que tu sais que le dessin, c'est l'expression écrite de l'enfant, puisque comme il n'a pas encore appris à écrire, bah il dessine. Mais c'est de l'écriture en fait, hein. T'as bien compris. Ouais. Bah, de toute façon, c'était là aussi, hein, sur le dessin, je racontais beaucoup d'histoires, je faisais tu beaucoup racontais, de tu styles de BD. tu vérifiais. Tu les faisais valider, pour le dire en langage actuel. Tu les montrais pour vérifier que ce qu'on interprétait correspondait à ce que tu exprimais, ou au contraire, tu étais ouvert à ce qu'on pouvait en faire? Bah après, je me rappelle, je passais pas mal de vacances chez ma grand-mère et je lui montrais Elle a le tout ce temps. que je faisais. Mhm. Ouais, voilà, donc elle regardait tous mes C'était dessins. elle ton premier public, hein, Ah oui, c'est sûr. Ah oui, ton premier ICP. ouais, ça a été mon premier public et ça a été longtemps mon seul public. D'accord. Bah, tu sais que, attends, bon, j'exagère en disant qu'Avignon, c'est pas loin, mais je sais, mais je suis nulle en géographie, donc tu peux Ouais, c'est un peu loin, un peu voilà. loin. Enfin, disons, c'est globalement vers le sud. Ouais, voilà, Là où il y a du soleil, où les gens sont en général de bonne humeur. Voilà. C'est pas mal, ça. Et ils aiment bien vivre à l'extérieur aussi. Oui, donc à Avignon, tu sais que tous les artistes, hein, de spectacles vivants, donc, qui ont commencé, avaient 1, 2 spectateurs, voire 0 personne dans la salle. Ouais. Donc toi, le fait d'en avoir 10, passer à 4000, au début, c'est déjà royal, quoi. Ouais, et puis l'avantage de la radio, c'est que en fait, tu conscientises pas du tout parce que comme t'es tout seul dans ton studio et que t'as pas les gens en face, quand on te dit à la fin que t'as 4000 personnes qui ont écouté, tu te rends pas compte en fait. Alors que si tu es devant une salle de 50 personnes, t'as vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Bah disons que tu ne t'en rends pas compte. C'est comme dans les techniques neuromarketing, comme on dit. Tant que la cible n'arrive pas à se projeter de façon très concrète, en utilisant un maximum de ses 5 sens, bah, tant que c'est pas assez clair, il va pas donner de l'argent à la Croix-Rouge, il va pas téléphoner pour j'allais dire cotiser, pour faire monter la cagnotte, hein, de telle cause, hein, solidaire.
parce il ne voit pas l'intérêt pour lui, il n'arrive pas à comprendre l'impact qu'il peut avoir et encore moins en quoi il peut être le héros de l'histoire. Parce que si on n'arrête pas de te dire que, il y a, avec un chiffre astronomique que tu ne peux pas comprendre même en chocolat, voilà, même avec ton poids. Bah, c'est pour ça que mine de rien, quand tu parlais de jeux radio, tout ça, quand ils ont quand ils ont inventé l'analogie de dire: «On vous offre votre poids en chocolat» et cetera. Attends, c'était génial! Quand tu y Ouais. penses, c'était génial parce que les gens, ils arrivaient à se représenter ce que ça représentait et c'était beaucoup plus intéressant pour eux, bizarrement, qu'une, pas forcément une somme d'argent ou un objet concret, mais un objet qui les intéresserait moins. Ils avaient un point de comparaison qui, en plus, est tellement exagéré et quelque part un peu intime parce que votre pot en chocolat, bon, ils ont pas trop forcément envie de le dire, c'est pas forcément flatteur ou au contraire, ils jouent là-dessus. Voilà, il y a une story personnelle à laquelle ils peuvent se rattacher. Donc Mais c'est d'ailleurs, marquant, c'est un purple cow, en fait. tu vois, si tu prends même les jeux aujourd'hui qui passent à la télé, pendant très longtemps, en fait, on te disait que tu pouvais gagner 20 000, 50 000, 100 Mmh 000 euros. mh. Maintenant, ils te disent, tu peux gagner 4 000 euros par mois pendant C'est ça. 3 ou 4 ans. Et en fait, ça te ramène Au à quelque salaire, chose qui est beaucoup plus c'est tangible, en ça, fait. voilà. Voilà, ils te disent ouais, c'est ça, ton salaire ou ce genre de choses. Ouais, tout à Ouais, fait. parce que quand tu gagnes 2000 balles par mois et qu'on te dit que tu peux en gagner 4 sans rien faire pendant Voilà, 6 ans, par c'est exemple, beaucoup plus impactant. ouais. Voilà, tu le sens, tu le palpes, tu le vois dans ta ligne de crédit, c'est voilà, c'est tout ça et tout ça, c'est du concret, c'est visuel, sonore, parce que tu sens déjà tout ce que tu vas faire avec, hein, tu sais, les balais, le chant des oiseaux, le son des billets, va savoir. Donc ouais, ouais, tout ça, tout à fait. Ah, il s'en passe des choses quand on est petit. D'accord, et donc tu testais, en fait, déjà très, très tôt. Parmi les, on va continuer un peu là-dessus. Parmi les tests, hein, puisqu'apparemment c'était des tests que tu faisais, est-ce qu'il y avait encore autre chose avant le dessin par hasard? Parce que le dessin, j'imagine que ça doit être quoi, 4-5 ans? Donc difficile de taper plus bas? Ouais, je pense que ça a commencé même peut-être Encore avant? non non vers 7 ans plutôt quand je devais être au CP. Après mes souvenirs avant le CP, ils sont vraiment diffus Normal. et d'ailleurs c'est vrai que moi j'ai grandi qu'avec des adultes au départ, c'est-à-dire Oh! j'avais très peu de contact avec des enfants Mmh. et c'est vrai que quand je suis arrivé, un des souvenirs que j'ai qui est très marquant et pourtant qui c'est peut-être le seul que j'ai de cette époque-là, c'est le premier jour où je suis arrivé en maternelle Mmh. et je me rappelle arriver dans cette cour gigantesque et de voir les enfants courir partout, crier et tout ça, et j'étais tétanisé parce que moi j'étais dans le monde rationnel des adultes depuis ma naissance, Mmh. et d'arriver de voir ce bordel, je me suis dit mais c'est quoi enfin Mmh. qu'est-ce que je fous là quoi, ça m'a terrorisé parce qu'il y avait plus rien de rationnel, c'était du n'importe quoi. Et je me rappelle vraiment de ce moment-là, et ma mère m'en parle encore de temps en temps en me disant mais t'étais paumé quoi, c'est-à-dire t'étais complètement enfin, tu découvrais un monde que t'avais jamais vu quoi. Bah, c'était un nouvel environnement et un nouvel environnement t'oblige à t'adapter et censé booster ta créativité. Sauf que quand tu es sous le choc, parce que tu n'as pas les mêmes repères, c'est peut-être une cour de alors la cour de récré te semble énorme, quand tu y retournes, tu trouves qu'elle est super petite, hein, Ah ouais, ça c'est sûr. c'est comme les escaliers, quand on est petit, on a l'impression de gravir le mont Everest, alors qu'en fait, quand tu revois l'escalier, c'est un escalier de bonne, quoi. Voilà, Ouais, c'est vrai. c'est très, très curieux et ça fait partie d'ailleurs des tests de perspective et de point de vue des artistes, hein. On m'avait raconté, je crois qu'il y avait c'était une dessinatrice qui m'avait raconté que parmi les exercices qu'ils devaient faire, ils devaient imaginer, être un chat et dessiner donc la perspective d'un chat, donc d'une certaine taille, tout ça, pour, par rapport au perron de la porte, hein, de 2 bouteilles de lait, du paillasson, de la porte et cetera et il fallait qu'il dessine ça et c'est génial. Quand je vois le dessin qui est fait, je dis: «Ah oui d'accord». C'est On aurait pu te demander de dessiner donc effectivement une porte d'entrée avec avec, le seuil, 2 bouteilles de lait, la porte, gna gna gna. Non, non, on te dit: «OK, tu fais ça, mais tu le fais du point de vue d'un chat, qui est juste en dessous donc, du seuil». Bah, c'est extraordinaire parce que
tu obliges ton cerveau à changer ton point de vue et tu l'entraînes aussi à être capable de représenter ses points de vue de façon scripturale, mais via un dessin. Et donc, quand tu travailles sur le script, hein, mais de façon plus verbale, tu sais à quel point ça peut être enrichissant de réussir à changer de point de vue, à essayer de te mettre dans la tête de l'autre, bon, gentiment, hein, d'accord? Parce que c'est ainsi que tu vas réussir à obtenir comment dire, des sujets, des amorces de conversation avec des hypothèses auxquelles personne n'aurait pensé avant. Et c'est l'inédit qui est absolument captivant, mais pour toutes les parties, parce que l'intérêt d'une conversation, c'est pas forcément de gagner, en tout cas pas dans l'esprit des gens, je dirais, normaux, pas binaires et qui font au moins un effort pour apporter quelque chose. L'intérêt, c'est la conversation en elle-même. Parce qu'on peut peu importe où elle va, bon, bien sûr, on a un temps limité, hein, mais et et quand moi je ne savais pas ça, par exemple, chez les marchands des, souks, tout ça, quand j'étais plus jeune, je savais pas que c'était ça l'intérêt et je savais pas que c'était la base, la le principe même du marchandage, hein. C'est que ce qui les intéresse, c'est eux, c'est d'avoir une conversation avec moi. Bon, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein. Bon, si moi, il me trouve charmante, ça les regarde, tu vois? Mais ça vaut leur attention et ça, je le savais pas et c'est tout à fait logique maintenant que tu enfin toi surtout, entrepreneur, mais ceux qui n'avaient pas encore la moindre fibre, marketing, entrepreneur et cetera, c'est complètement contre-intuitif. Parce que toi, tu vas au marché, tu es touriste, tu veux acheter éventuellement un souvenir, mais tu veux pas te faire rouler. Tu as ton objectif en tête, mais tu as pas leur point de vue. Tu te rends pas compte qu'en fait, eux, c'est vrai ils sont là, à vendre leur truc toute la journée et tu te rends pas compte que eux, ce qui est drôlement précieux pour eux, c'est de tomber sur un touriste qui est OK pour leur faire la conversation parce que l'air de rien, ça les dépayse, ça les flatte, ça leur offre l'occasion, qui est pas un gros mot occasion, hein, c'est le bon terme en français et par rapport à opportunité qui est un anglicisme, je dis ça dit-elle au passage. Pour eux, ça vaut de l'or que tu t'arrêtes pour leur parler, même si au final tu n'achètes pas au prix qu'ils auraient voulu, enfin c'est eux qui te le font croire du moins. Mais le fait d'avoir pu avoir une conversation avec toi, c'est précieux pour eux. Donc quand tu sais ça, tu sais marchander. Quand tu sais ça, tu sais qu'ils vont te l'accorder ce prix parce que finalement ils en ont d'autres, hein. Parce que ce qu'ils valorisent avant tout, c'est que tu restes au moins 5 minutes à causer avec eux et ils sont prêts à payer pour ça. Et encore Mmh. fallait-il que tu le saches parce que c'est pas il te viendrait pas l'idée que lui, travaillant déjà aussi dur, il puisse accorder autant de prix à des minutes de conversation avec toi. Oui, mais toi, c'est l'étranger, toi, c'est le voilà, toi, c'est le fantasme, toi en plus, si tu es du sexe opposé ou si tu as quelque chose, qui flatte leur ego, par ton activité, par ta forme, par ce que tu portes et cetera. Voilà, tout est intéressant parce que non seulement ils auront eu cette expérience avec toi, mais ils pourront la raconter. Ils pourront se la raconter et ça c'est génial. S'ils peuvent être la vedette, hein, par procuration, voilà, ça a l'air désespérant comme ça, mais en fait c'est humain et finalement c'est eux qui comprennent l'essentiel, hein, de ce qui compte, hein, dans une conversation. C'est peut-être des marchands, mais justement, c'est parce qu'ils ont, comment dire? Un intérêt qui semble tellement fondamental, hein, aux yeux des autres qui sont, tellement riches que voilà, qu'ils arrivent à négocier ce qui compte le plus et pas que, au jour au jour finalement, mais de façon durable, hein, puisqu'ils ont ils ont comme ça un réflexe, hein, qui devient, de la respiration naturelle, hein. Voilà, ils négocient comme ils respirent et il y a aucune difficulté à ça et ils sont capables de le lâcher, enfin voilà, c'est ce que moi j'en pense, hein, comme toi, tu te revendiques, ah oui, ça y est, ça me revient par rapport à l'enchaînement des choses que tu disais sur l'humour, le fait de comment dire? De provoquer, oui. Quand tu j'ai pensé aussi que, quand tu provoques,
quand tu provoques finalement, que ce soit pour des raisons, quand je dis tu, hein, tu mets qui tu veux, hein, devant, d'accord? C'est pour provoquer une émotion, parce que c'est en provoquant une émotion que tu arrives à faire dire à l'autre, hein, ce qu'il n'aurait pas pensé à dire, ou en tout cas qui n'a pas eu le temps de réfléchir avant de dire, ce qui lui permet d'être spontané et de sortir tous les extrêmes possibles, hein, qui vont te donner de la matière à travailler. Alors, soit pour manipuler si c'est ton but, hein, mais en tout cas, tu as de la matière et cette matière, bah, tu appliques la recette que tu veux, tu l'inventes sur le coup, tu obtiens un truc. Donc c'est ça et ça, c'est intéressant. C'est quand quand entre guillemets «c'est mal fait», quand c'est uniquement fait pour attirer la couverture à soi, c'est un peu loose. C'est ce que font certains journalistes, hein, d'accord? De la vieille école, hein, qui veulent avoir leur papier, leur Pulitzer, enfin bon. Mais quand c'est fait parce que, c'est un raccourci qui permet à l'autre personne d'arrêter de comment dire? De faire tourner la même cassette parfaitement lisse, parfaitement bien travaillée, que quelqu'un d'autre a écrit à leur place d'ailleurs, avec toutes les questions-réponses bien, comment dire? Bien encadrées, hein. Bah, ils sont sans filet. Ils sont sans filet, sans filtre, hein, et c'est là que tu peux plus facilement, les obliger à trahir leur personnalité. Alors soit trahir leur personnalité s'ils avaient quelque chose, hein, comment dire? De répréhensible, OK? Soit leur permettre de se révéler davantage, hein, pour une authenticité que tu n'aurais jamais eue. Voilà, ça dépend de quel côté tu te situes, hein, puisque bon, de toute façon on a chacun toujours nos têtes, hein, qu'on le veuille ou pas. Donc, au feeling, c'est voilà, ça te permet les 2 avec plein de choses en 3 dimensions autour, ça va dans tous les sens. Mais je pense que la base, c'est un peu ça. Donc ça part d'une bonne intention, à savoir tu sors de tes limites à toi pour que l'autre fasse pareil. Parce qu'en sortant de ses limites, hein, bah, vous avez un terrain de jeu, bah, qui te fait beaucoup moins peur que ta cour de récré finalement. Ça compense en quelque sorte le fait que tu eu à affronter cette cour de récré. Bon, bah, maintenant c'est toi qui envoies les gens dans la c'est toi qui envoies les gens dans l'arène, dans la cour de récré. Bon, en tout bien tout honneur, hein, ça dépend de tes objectifs, mais ça te permet je pense, de déclencher de l'inédit et après, rattrape qui peut. Parce que bon, tu vas chercher à rattraper le coup, hein, sinon, si c'est pour te griller complètement, c'est pas intéressant non plus. Tu as quand même, mûri pour te rendre compte qu'il vaut mieux, hein, garder quelque chose, hein, pour, bah, soit pour, l'anticipation de la prochaine fois, soit pour, au moins lui accorder une sortie de scène honorable, d'accord? Parce que sinon, si on te tourne le dos, bah, tu fermé à la conversation et ce qu'ont dit cette personne, tu ne l'auras plus. Elle, ni aucune des personnes de son entourage et c'était peut-être celle-là qui t'intéressait. Enfin voilà, on essaye d'avoir des réseaux d'intérêt en les comprenant à mesure. Enfin ça fait partie de mes hypothèses comme ça, spontanées alors que je te connais à peine quoi, voilà. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que l'objectif de provoquer, parce que ça faisait partie, c'était une petite partie de la démarche, mais c'était surtout de faire réfléchir les gens, parce que en Mmh. fait, quand on est derrière un micro, il n'y a pas de débat. C'est ça. On n'est pas en face. Quand on écrit un livre, on n'est pas en face de ses lecteurs. Donc Mmh. c'était Mmh. l'objectif, c'est simplement de pousser les gens à réfléchir comme des auteurs m'ont poussé à réfléchir. Je Mmh. pense que l'œuvre qui m'a marqué particulièrement, c'est la condition humaine. Enfin, c'est la condition humaine de Balzac. Enfin, non pas la condition, la comédie humaine. C'est Mmh. toute l'œuvre de Balzac que j'ai trouvé Et pas Malraux, incroyable. et pas Malraux. Et Malraux aussi, la condition humaine est assez incroyable, mais pas pour les mêmes raisons. Mmh. Euh, la comédie humaine de Balzac, elle pousse à ça, elle pousse à réfléchir à tous les biais de la société, c'est-à-dire c'est le prisme de chaque personnage qui va, enfin sur lequel il va y avoir un pamphlet, il va y avoir une réflexion, Mmh. mais il va y avoir aussi de la douceur, il va y avoir de l'empathie, il va y avoir de l'affection. Moi, j'ai jamais pointé du doigt les gens en me disant ils ont rien compris. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les gens. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi ils en arrivaient parfois à des choses qui me paraissaient ridicules. Mais
mon but quand même, c'était de les faire réfléchir. Aujourd'hui encore, quand j'entends des propos racistes de gens qui sont dans mon entourage, euh, je, je vais les pousser à réfléchir sur des sujets très concrets qui vivent au quotidien et qui sont complètement paradoxaux avec ce qu'ils vont pouvoir dire et affirmer, Mmh. ou même qu'ils vont pouvoir traduire dans les urnes. Donc il y a voilà je pense que les humains sont imparfaits, on l'est tous imparfaits, mais ce qui m'intéressait à travers tout ça, c'était surtout de faire réfléchir les gens, voilà, et avec un prisme un peu provoquant, parce que je pense que quand on va un peu plus loin que la limite, c'est là qu'on fait réfléchir les gens, alors que si on reste dans quelque chose de rond, quelque chose de convenu, qu'on a entendu 10 fois, on a plus tendance à suivre la doxa et pas se poser 36 questions, quoi. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les gens. Et en fait, je suis extrêmement observateur. Et pour moi, le fait de parfois décrire un personnage ou une situation avec une précision d'orfèvre, c'est déjà un signe envers les gens, c'est une ouverture. Et ça leur démontre que je me suis intéressé à eux beaucoup plus que eux, pour le moment, se sont Mmh. intéressés à moi. Donc, Mmh. c'est l'ouverture vers une discussion au début qui est un peu introspective de leur côté. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, tu fais des choses quand tu es caché derrière un micro ou quand tu es caché derrière un livre qui vont beaucoup plus loin parce que c'est plus facile à assumer au départ. Après, quand tu arrives à l'aligner et à aller prendre la parole et dire les mêmes choses face aux gens, c'est encore plus fort. Mais je Mmh. pense qu'à un certain moment, je pense pas que j'aurais été aussi loin si j'avais eu une salle de 500 personnes en face de moi. Je pense pas que j'aurais été capable d'assumer certaines réflexions, contrairement à ce que j'ai pu parfois écrire dans des bouquins ou Mmh. dire à la radio. Mmh. Tu Et crois? ouais, je pense, c'est sûr, parce que quand j'étais plus jeune, l'écriture c'était enfin, c'était pour moi peut-être aussi une thérapie, peut-être je m'autorisais beaucoup plus de choses à l'écrit que quand j'allais être avec des gens, Mmh. parce que justement, je pense que quand j'étais avec les gens, j'avais peur de les blesser. Mmh. Alors que quand j'écrivais, je sais que je pouvais retravailler le texte Mmh. jusqu'à ce que je considère qu'il n'y ait pas de maladresse, en fait, Mmh. que ce soit dit exactement comme ça doit être dit, avec les Mmh. bons mots, etc. Alors que quand tu es face à quelqu'un, dans toute spontanéité, des fois tu peux dire quelque chose qui va Mmh. être mal perçu, et c'est pas forcément le fond de ta pensée. Mmh. L'écriture, elle te permet de vraiment de lécher ça. Mmh. Et c'est vrai que moi, de toute façon, ce qui m'intéresse au quotidien, et c'est pour ça aussi que j'avais créé Devient Génial, le podcast, Mmh. c'est que j'avais envie de donner la parole aussi à des gens qui parlent peu et pourtant qui sont très intéressants. Parce qu'en Mmh. fait, si tu regardes, quand tu croises des gens dans le quotidien, tout le monde a une richesse incroyable. Mmh. Et les trois quarts des gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte à un Mmh. micro? Parce qu'en fait, j'ai rien à dire. Mais Mmh. si t'as des choses à dire, t'as Mmh. des trucs, rien que raconter ta vie, c'est en fait une parenthèse incroyable pour tout le monde, parce que ça permet de comprendre des leviers, de comprendre des mindsets. Il y a plein de choses dans une vie qui sont géniales. Et en fait, on va avoir tendance à écouter des stars ou des gens parce qu'ils sont connus, parce qu'ils passent souvent à la radio, à la télé, etc. Et bien souvent, ils ont des choses beaucoup moins intéressantes à dire que le gars que tu vas croiser au coin de la rue. Mmh. Parce que les souffrances, la construction, tout ça, de toute façon, c'est jamais perdu. Quand quelqu'un te le raconte, c'est toujours une expérience assez forte. Donc moi, c'est pour ça que, voilà, je pense que la création, elle est arrivée très jeune, parce que je pense que c'était le trait d'union pour aller vers les gens, pour essayer de les décrire, de les observer, de les comprendre, et peut-être de leur mettre en face et de leur dire, mais est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu trouves que ça c'est normal? Est-ce que t'es fier de ça? C'était pas un jugement, mais c'était simplement pousser les gens à réfléchir sur des sujets qui me paraissaient importants et peut-être à côté desquels ils pouvaient passer, quoi. Mmh. En fait, c'est un peu, bon, quand tu dis que, les stars, c'est pas toujours intéressant ce qu'ils racontent, c'est vrai que les stars, elles ont aussi comme contrainte de respecter un contrat de communication qui les qui les limite, hein, peut-être, hein. C'est aussi pour ça que quand tu les vois en dehors de leurs activités, je dirais, publiques,
elles ne sont pas habillées forcément par les grands couturiers parce qu'elles sont pas sponsorisées, et cetera. Mais, Mais ça, i ça i c'est vrai aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été vrai. Je veux mmh, dire, il y a eu une liberté d'expression des artistes il y mmh, a 30 ou 40 ans qui n'avait rien à voir mmh, avec ce qu'on vit aujourd'hui. bien sûr. Aujourd'hui, c'est hyper aseptisé, on a l'impression que Ah, c'est je des pensais que machines. c'était plutôt le contraire, hein. À savoir qu'aujourd'hui, au contraire, comme ils ont plus la cote, hein, quand ils, prétendent être authentiques, qu'au contraire, quand ils sont cadrés par, leur attaché de presse, leur agent, enfin, leur maison de production, ce genre de choses. Ben, je pense qu'aujourd'hui, Bon, des après, gens je comme connais pas des stars directement, hein, mais non, mais des gens comme Coluche, Gainsbourg, Balavoine, ils pourraient même pas exister. mmh mh, Médiatiquement, ils seraient tout de suite cramés, quoi. mmh. Je veux dire, dès que quelqu'un veut ouvrir sa bouche aujourd'hui, à part si c'est pour dire ce que pense tout le monde, Mmh. à part si c'est pour prendre la parole pour le féminisme, pour des causes Ce que qui, j'appelle qui ont... du micro-ondes. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, moi, j'en conviens qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont importants dans la société et Mmh mh. sur lesquels il faut progresser. Mmh. Mais on le sait, est-ce que, en fait, je comprends aussi parfois les artistes à qui on va dire, ah, mais tu t'es pas exprimé sur ce sujet. Mmh. Ouais, mais enfin, ils ont aussi le droit à des moments de pas devoir prendre la parole et dire toujours ce que tout le monde veut entendre. Donc, non seulement on leur interdit de dire certaines choses qu'ils peuvent penser, et en plus, on les stigmatise s'ils n'ont pas dit ce que tout le monde pensait. Mmh. Donc, ça devient difficile. C'est pour ça que je dis, pour moi, les artistes d'aujourd'hui, ou enfin les leaders d'opinion, sont plus des leaders d'opinion. Il y a Mmh. une opinion générale qu'il faut respecter, Mmh. et si tu le fais pas, t'es vite mis au placard, quoi. Moi, j'ai aussi l'impression que les gens sont plus habitués à, avoir des médias de communication. Donc d'une certaine façon, ça les entraîne à oser prendre la parole, à oser accepter leur maladresse. Alors que comme tu le disais, quand les gens te disent: «Mais pourquoi moi j'ai rien à dire?» Bon, d'une part, toi, tu leur offres un cadre qui leur facilite la conversation parce qu'en posant des questions, tu les interpelles, hein. Donc tu leur donnes la vedette et tu leur donnes des points de départ pour effectivement engager quelque chose, hein, qu'ils n'auraient pas osé amorcer parce qu'ils auraient ça, tu leur libères le cerveau, d'une fatigue décisionnelle en proposant une décision à leur place, mais qu'ils s'approprient ensuite puisque c'est eux qui développent. Donc tu es comme un chef de projet, quoi. Tu leur donnes une tâche à faire, ils le font parce que finalement, tu as toute confiance qu'ils sont capables de la faire alors qu'ils ne savaient même pas mettre une étiquette dessus. Voilà. Ben, en fait, si tu veux, devient génial, je parle à l'enfant intérieur. Mmh. C'est-à-dire que le contrat moral qu'on a avec cette émission, c'est de dire, tu vas parler aux enfants Mmh. qui essaient de chercher leur voie, Mmh. mais indirectement, tu vas parler à ton enfant intérieur. En fait, Mmh. les gens se rendent pas compte, mais ils se parlent à eux-mêmes. Mmh. D'ailleurs, j'avais une question, mais que j'ai même arrêté de poser parce qu'elle Mmh. venait toute seule. C'est, je disais, si tu devais dire quelque chose aujourd'hui avec le recul à la personne que tu étais quand tu avais 10 ans, 12 ans, 14 ans, tu lui dirais quoi? Et en fait, c'était des moments hyper émouvants. Il y avait même des gens, tu sentais que l'émotion montait et que ben, enfin, c'était des choses très fortes. Et moi, ça, je trouvais que ces moments-là, enfin, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce programme. C'est parce qu'il y a des gens qui sont sortis du podcast en me disant, en fait, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses, ça m'a percuté, alors que moi je faisais rien en fait. Comme tu dis, je leur donnais, j'ouvrais l'arène et je leur disais maintenant c'est à vous de jouer quoi. Et ça c'était très beau et j'ai vraiment vécu des moments où même des gens qui me paraissaient très rigides au départ sont arrivés et dès la première minute ils commencent à partager quelque chose de très personnel. Je pense récemment à des gens qui m'ont parlé, tu vois, de leur famille avec des vrais problèmes ou des frères et sœurs qui avaient des graves maladies, des choses comme ça et qui n'avaient jamais parlé forcément publiquement. En fait, c'est touchant de te dire que les gens ils acceptent aussi de se livrer alors que tu leur as pas demandé. Parce que en fait, c'est un don de soi. Parce que ce qu'ils se disent derrière ce podcast, c'est je veux aider des jeunes, je veux aider l'enfant que j'étais, parce que j'ai passé mon temps à me déconstruire par rapport à une période qui était peut-être un peu compliquée. Et je trouve que c'est hyper généreux de la part des invités en général, quoi. Mmh. Bah, quand ils ont l'impression d'être dans un safe place,
à savoir la personne qui s'adresse à eux, elle ne cherche pas à les embobiner, elle ne cherche pas à leur soutirer de l'argent, une information croustillante, qui puisse les mettre à mal et tout ça. Bah, ils sentent, et puis ils entendent pas si souvent que ça leur voix exprimer des choses que personne n'a pensé à leur demander, ou en tout cas personne n'a réussi à leur formuler en leur offrant un cadre qui soit rassurant, qui soit ouvert, qui soit à l'écoute et qui soit à leur portée. À savoir, ils comprennent ce que tu leur demandes, ils comprennent jusqu'où ça va, ils comprennent à quel point, bah, en fait, ils ont ça en eux et ils le découvrent au fur et à mesure qu'ils le perçoivent, hein, avec leurs oreilles, avec leur bouche, l'écho et puis tes réactions. Ils se disent: «Tiens, c'est intéressant ce que je dis, en fait». Voilà, c'est non, mais il y a un temps de retard, quoi, de prise en compte, hein, de ce qu'ils sont en train de raconter. Ils sont en train d'improviser. Ils savaient pas qu'ils étaient capables de faire ça, et plus tu les habitues à faire ça, plus naturellement ils ont une confiance et puis ils se rendent compte, hein, de ce qu'ils peuvent faire pour leur enfant intérieur, comme tu dis. Alors qu'avant, ils n'étaient peut-être même pas capables de donner le moindre conseil à leur enfant intérieur, parce que pour eux c'est évident, c'est eux, donc pourquoi est-ce qu'ils se parleraient à eux-mêmes? Si, c'est important. C'est important que ça sorte. C'est important que ça soit verbalisé, comme toi tu le faisais sur tes scripts, alors qu'en fait c'est comme un journal intime, sauf que c'était déjà un journal intime structuré, et c'est une façon de faire des artistes, hein, qui écrivent un maximum de choses, hein, parce qu'ils savent, hein, enfin les artistes savent, hein, quand ils n'ont pas que de l'ego, n'est-ce pas? Que par rapport aux 50 ou 110 000 idées qu'ils ont, ils vont peut-être en garder, ouais, 5. Voilà, c'est à force de tester, ils vont s'habituer à l'échec, autrement dit à accepter le fait que oui, bah, par rapport à tout ce qu'ils ont jeté sur le papier, tout n'était pas bon et c'est pas plus mal qu'il y ait pas de témoins. Donc, toi, quand tu as commencé, il y avait peut-être un peu de ça aussi, à savoir, tu écrivais un maximum, hein, bon, non seulement pour, entre guillemets, «bien faire», comme, les gens croient bien faire en étant scolaire, mais, dans l'optique aussi d'offrir la meilleure expérience possible aux personnes qui vont l'écouter, qui vont le voir un jour. C'est une forme de politesse sociale. C'est à la fois une forme de politesse sociale, c'est aussi un encouragement pour qu'eux, ils saisissent mieux ce que tu veux leur exprimer. Parce que s'ils comprennent mieux, s'ils assimilent mieux ce que tu leur dis, ça les engage aussi mieux et ils peuvent mieux développer, ils peuvent mieux entrer dans la conversation pour t'apporter quelque chose. Mais après, tu sais, moi je crois quand même qu'au début, tout ça, c'était un besoin de sortir des choses que j'arrivais pas à sortir par moi-même, Mmh. ou je pense que ça aide, je vais pas dire que c'était une thérapie, mais ça me soulageait énormément. Et Tu d'ailleurs, tu 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 sais tu sais que c'est le principe même du management visuel, hein, ce que tu fais? Le fait de l'écrire, tu sais ce que c'est le management ouais, ouais. visuel, d'accord? C'est le fait de projeter sur un support, physique, extérieur à ton cerveau, bon, ce qui est facile, il y a que ça, hein, extérieur à ton cerveau, de sorte que ce soit tes autres sens, qui le perçoivent comme si c'était en dehors, et comme si en dehors de toi, eh bien les autres, peuvent le percevoir aussi. Et s'ils le perçoivent, ils peuvent plus facilement s'engager, voire se l'approprier, te piquer ton idée éventuellement, mais bon, mais surtout le détacher de toi au cas où ta tête leur reviendrait pas, mais l'idée ils adorent, tu vois? Mais peu importe, c'est quand même, une chance de plus qu'ils aient envie de participer, en ne l'associant pas directement à toi, mais en prenant l'idée pour ce qu'elle est, tu vois? Enfin, les faits. C'est ça, tu donnes Ouais. une chance. Bah, le fait de toi projeter sur, papier ces choses, hein, c'est pour aussi t'en rendre mieux compte toi-même et te dire: «Ouais, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Est-ce que je peux demander à quelqu'un?» Ça fait partie du management visuel, en fait, hein. En Et d'ailleurs, plus. au début, enfin, moi, je pense que c'était l'une des raisons pour lesquelles je ne souhaitais pas que les gens le lisent, parce que Mmh. comme tu dis, c'était comme un, Journal intime. ouais, journal intime, un carnet de route. Mmh. Mais après, parfois, il pouvait même arriver que j'écrive des trucs et je les déchire et je les Mmh. jette, Mmh. tu vois. Mmh. Mais, mais en fait, la volonté à terme de me dire, je veux que les gens le lisent, Mmh mh. ça, c'était plus du tout la même démarche, en fait. Mmh.
C'était vraiment là pour le coup, là j'avais l'impression que je pouvais amener quelque chose. C'est-à-dire c'était plus simplement écrire parce que j'avais besoin que des choses sortent, c'est parce que là j'avais besoin de déclencher des choses chez les gens. Il y avait trop de choses qui m'insupportaient ou en tout cas Mhm. qui étaient difficiles à accepter. Et donc Par c'était exemple, par exemple, le tout premier truc qui... D'accord, euh, trop, tout. non, mais ouais, moi j'étais, en fait, j'ai compris très rapidement que, en fait, c'est dur de dire ça, mais j'ai eu très rapidement la sensation qu'il fallait pas que je me fasse d'illusions. Mhm, J'étais passionné par l'histoire et je me rendais compte que de toute façon l'histoire était cyclique. mhm, Là, je lis actuellement Le Monde d'hier de Stefan Zweig, qui en fait dépeint la situation avant la Première Guerre mondiale, où il est en Autriche et pour lui, jamais il n'imagine qu'il peut se passer une atrocité. Tout le monde est dans le déni en se disant que la guerre n'arrivera pas, que, mhm. enfin voilà, c'est juste aujourd'hui des petits rapports de force, etc. Au final, il y a 2 guerres qui passent, qui ravagent l'Europe, et aujourd'hui, on est ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'à partir du moment où ça va un peu mieux, on retombe dans les travers. Mais Mm. je veux dire collectivement, ce qui se passe aujourd'hui en 2024, franchement, c'est hallucinant, quoi. Moi, donc, si tu veux, quand je te dis je supportais pas ce qui se passait déjà dans les années 90 ou 2000, c'est parce que je me rendais compte que de toute façon, c'était des, enfin, tu vois, quand t'as les 2 tours des Twin Towers qui se font ravager et puis que derrière on envoie des militaires pour ravager un pays, je pensais pas, ouais, qu'en 2001 on serait arrivé à des choses comme ça. Mm. Donc on pouvait bien me dire oui, mais toi t'es tranquille, t'es en Europe, on est le pays des droits de l'homme et du citoyen, on est progressiste, on a un système social, etc. Ok, mais sauf que qu'est-ce qu'on fait du reste? Qu'est-ce qu'on fait aussi de tous ces pays émergents qui sont exploités par la vieille Europe et l'Occident depuis des années, depuis des siècles? Qui commence à se rebiffer. Maintenant, tout le monde se dit ah ouais, mais quelle honte, pourquoi ils sont en train de nous attaquer? Ben, tout simplement parce qu'en fait, c'est une revanche sur l'histoire. Et malheureusement, ce qui m'a tout de suite énervé dans le monde, c'est le rapport de force en fait. C'est le fait que peut-être que je suis idéaliste, mais je suis persuadé qu'on a un autre chemin à prendre, que toujours vouloir battre l'autre, prendre le dessus, etc. Donc je pense que c'est ça le fond du problème que j'avais, c'est que je comprenais pas pourquoi il fallait absolument qu'on soit en opposition avec quelqu'un. Ça me paraissait pas logique en fait. Ça s'entend. Je t'ai déjà pris beaucoup de temps, il est déjà 15h19, hein, je vais pas te prendre tout l'après-midi. On a déjà largement testé Soundtrap, hein, et en plus, je pense que le sujet mérite d'être développé avec d'autres angles et complètement à part. Mais je voulais juste un dernier petit truc. D'où tu crois que ça vient? Est-ce que, par hasard, hein, un événement en particulier a déclenché en toi ce fort sentiment, cette forte prise de conscience de cette injustice du système et tout ce que tu mets, tout ce que tu as envie de mettre derrière, social, économique, environnemental. Est-ce que tu te souviens du plus jeune possible, hein, quel a pu être le déclencheur de ce genre comment dire, de réaction? De prise Euh, de prise de conscience de cet état, en fait, que tu n'acceptes pas. Est-ce que tu te... Ouais, mais c'est là où les gens vont commencer à me prendre pour un fou, mais bon, Non, c'est pas non, très mais grave. En fait, je pense que c'est très. si tu me prends pas moi pour une folle, tu vois? Non, Voilà. non, mais moi je. Et puis tu sais ce qu'on dit. Ils disent tous ça. Voilà. Non, mais en fait, je pense que j'ai vécu dans une autre époque. En fait, c'est et alors pourquoi je dis ça? Hein, hein. Parce que quand j'étais tout petit, mes parents à l'époque avaient des commerces et ils avaient pris un commerce d'été à Sokoa. Et à cette époque-là, j'étais tout petit, vraiment, je devais avoir 5, 6 ans. Et C'est quoi, Sokoa? c'est une ville C'est une ville, dans les d'accord. Landes, je crois, enfin en tout cas sur la côte. D'accord. Et donc ce jour-là, on arrive dans la maison qu'ils avaient louée pour l'été parce qu'ils allaient travailler là-bas, et je refuse de rentrer dans cette maison en Oh. me disant cette maison, c'est horrible, je vois du sang, etc. Donc mes parents à Oh. 5 ans ou 6 ans se disent n'importe quoi, qu'est-ce Mhm, qui lui prend, etc. mhm. Sauf que après coup,
on s'aperçoit, enfin, ils s'intéressent au truc, ils Mmh mh. s'aperçoivent que c'était un champ d'exécution sous Louis XIV. Ah oui. Et moi, j'avais une passion, mais depuis mon plus jeune âge, hein, pour Louis XIV. Mmh mh. C'était une obsession. Je ne parlais que de ça. C'est Louis XIV, Louis XIV. C'était vraiment un truc qui me passionnait. Mmh mh. Par la suite, j'ai découvert Molière. Ça a été une espèce de claque intersidérale, comme si je ressentais très fort le truc. Mmh mh. Donc en fait, j'ai l'impression, mais tu vois, c'est là où je dis les gens vont me prendre pour un fou, que j'ai connu cette époque-là, Mmh mh. et cette époque-là, on connaît aussi l'issue, on connaît Mmh mh. l'injustice qu'il y avait, on connaît, enfin il y avait, je pense pas avoir fait partie de la haute société de cette époque-là, je pense au contraire avoir fait partie d'une caste qui était plutôt lésée. Mmh mh. Et je pense que c'est peut-être aussi, ça vient de plus loin que simplement la vie qui m'a été donnée cette fois-ci, parce que après on y croit, on n'y croit pas. Mmh mh. Moi, je suis quelqu'un d'assez en plus pragmatique et cartésien, mais Mmh pour mh. le coup, ça c'est un truc qui m'a toujours assez perturbé. Et si je te dis Tetris? L'effet Euh, Tetris, ça te parle? L'effet Tetris, non. ça te parle? Le L jeu, oui, parce que j'ai beaucoup joué. j'ai pas joué, mais ça m'a pas empêché de comprendre. L'effet Tetris, c'est quand, à force d'être dans un projet, à force, de jouer au Tetris, tu vois des Tetris partout. Tu es capable devant des immeubles de je sais pas moi, l'Empire State Building, de se dire: «Tiens, est-ce que ça rentrerait à l'envers avec la Chrysler?» machin. Et Ouais, donc bon, c'est une hypothèse comme une autre, hein, d'accord? Encore une mais fois, on se ouais. connaît pas assez, mais Mais j'étais trop petit, je pense, pour déjà m'auto-conditionner sur un sujet. C'était ah vraiment et très spontané, quoi. le cerveau est très, très curieux. Il a l'impression d'avoir des souvenirs qui sont des faux souvenirs, alors qu'en fait, ils viennent de se produire. C'est juste son cerveau qui les lui projette comme un souvenir. C'est tout à fait plausible. Enfin bon, après, les sciences sont jamais terminées et on découvrira toujours des choses nouvelles et on n'est pas aux premières loges, hein, pour tout savoir en direct. Mais disons qu'une des hypothèses qui me viendrait, moi, comme ça, à l'emporte-pièce, c'est que peut-être que tu es tellement baigné, si je puis dire, oh mon Dieu, baigné, le verbe qu'il faut peut-être pas utiliser, sur, Louis peut-être verser c'est peut-être pas mieux. Bon bref, un verbe sur Louis XIV, que tu raccroches beaucoup, beaucoup de choses à Louis XIV, soit parce que ça te permet effectivement d'approfondir le sujet, soit tu as effectivement un environnement qui est comme un voilà, c'est ton monde, donc tu vois beaucoup de choses à travers ce prisme-là et peut-être que ce que tu voyais et puis alors il y a plein de choses aussi, hein, je sais pas si tu sais, mais la pianiste, Hélène Grimaud, on dit elle fait partie des rares gens, alors je sais plus quel est le terme exact, hein, mais elle est capable d'associer 2 sens. Certains, c'est le goût avec, l'odorat. Elle, c'est, c'est la musique avec, les couleurs. Elle est attends, déjà qu'elle joue mais sublimement, mais en plus, elle voit les couleurs des notes. Je sais pas si tu imagines? Son univers, c'est pas juste le paysage, le décor qu'elle voit autour d'elle, hein. Quand il y a des sons et les sons dans la nature, il y a que ça, quoi. C'est pas que la musique, hein. Elle voit les nuances de tous ces sons qui se baladent, comme ça. Donc elle a une représentation sous forme de couleurs. Donc tu vois ce que tu me dis quand pour toi, tu voyais du sang partout et cetera, comme tu étais petit, pardon, hein, mais quand on est petit, on a des associations d'idées qui sont peut-être vachement floues quand même, hein, d'accord? Ouais, je sais C'est pas, non mais c'est un c'est ressenti, en fait, très voilà, fort. c'est possible, hein. Et puis c'est ton souvenir de toi maintenant, de quand tu étais petit. Peut-être que quand tu étais petit, c'est pas exactement ça que tu avais ressenti puisque tu arrivais pas à mettre des mots dessus. Hem, Quand pendant longtemps, on se foutait de notre gueule, hein, ou on se foutait de la gueule des enfants des autres, qui se causaient à la troisième personne et en fait, j'ai compris à peu près récemment pourquoi. C'est parce que quand tu n'as pas encore l'âge entre guillemets «de raison» où tu es capable de te rendre compte que les émotions, c'est toi, tu crois que c'est un truc à part en fait qui t'accable. Bah, tu crois que c'est un truc extérieur, hein, genre un ami à côté, tu vois? Et donc quand tu te dis, «Olivier a faim» ou «Jérémie a faim», Jérémie n'est pas d'accord. Jérémie ne trouve pas ceci. Jérémie ne trouve pas ça drôle. Jérémie est triste. Bon, c'est pas que Jérémie se prend pour Louis, machin, c'est simplement que Jérémie n'a pas encore compris que ce qu'il ressent, c'est lui. C'est pas une autre personne.
Voilà. Non, mais après, si tu veux, il y a des petites anecdotes qui sont venues, parce que bon, Corroborer. ça, je l'ai enfoui pendant très longtemps parce que ça me paraissait complètement délirant. Mais quand même, un jour, je devais avoir 25 ans, je me suis dit, je vais quand même lire une biographie de Louis XIV, tu vois, parce que j'ai réouvert le livre à ce moment-là. Et en fait, moi, j'avais depuis tout petit aussi un totem avec le chiffre 12. C'était un truc, je savais pas pourquoi. J'avais ce totem. Est-ce que ce nombre fait partie de ton anniversaire ou pas? Non, pas du tout. Même pas, d'accord. Mais j'avais un totem là-dessus. Par exemple, au rugby, je voulais jouer qu'avec le 12. J'ai joué enfin bon, bref, j'étais focalisé sur ce chiffre-là. Et en fait, il s'avère que c'était le chiffre totem de Louis XIV. Il faisait tout par multiple de 12. Enfin, quand j'ai lu la biographie, il y a beaucoup de sujets après où je me suis dit, putain, mais c'est dingue. Ouais. Alors après, comme je suis cartésien et que je suis athée, je crois en rien de particulier, j'ai jamais... En toi, c'est déjà pas mal. Ouais, et encore, c'est ça? C'est pas toujours facile. Voilà. C'est bien ce que... D'accord. Avec le temps, un peu plus. Mais enfin, voilà, donc bon, c'est la petite anecdote. Ouais, mais ça fait de longues rivières. Bah écoute, je te remercie. Je vais pas te retenir éternellement parce que j'espère que je semble pas impoli en disant ça, mais parce que je sens que c'est tellement profond et c'est tellement à développer derrière que c'est peut-être pas la peine d'enchaîner maintenant. Ça gâcherait le plaisir. Autant te laisser souffler, te rétrospectiver sur ce que tu as dit et que peut-être pas dit ailleurs à ce point-là à d'autres. Pour reprendre un autre jour, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui peut te convenir. Et cet autre jour, bah, entre-temps, je te présenterai peut-être le cadrage du podcast pour voir si ça te dit, à savoir trouver une histoire, une story qui t'a marqué et dans laquelle, qui t'a permis d'évoluer, alors que tu pensais que tu étais limité, donc l'intérêt du growth mindset, mais une seule histoire, parce que même avec une seule histoire, on est capable de raccrocher un tas de trucs et ça permet aux gens d'avoir un début, une fin, les enjeux, c'était qui les méchants, et les méchants ça peut être conceptuel, hein, d'accord, c'est pas forcément des personnes, hein. On n'est pas là pour accuser des gens, mais on est là pour mettre des mots les plus précis, les plus concis possibles, parce que c'est à partir de là qu'on est capable de les adresser, que ce soit des ennemis ou des amis ou des ennemis qu'on peut convertir ou des amis que l'on peut modérer. Donc voilà, c'est très classique du storytelling, à savoir c'est qui les méchants, c'était quoi l'enjeu, à quel moment ça intervenait. Donc plus tu arrives à être précis, à savoir que c'était l'été 2014, machin, si c'est une date précise, c'est encore mieux. Plus les gens pourront plus facilement se projeter en se dire tiens, à cette époque-là, j'étais effectivement là, enfin, à tel endroit précisément. Comme dans les histoires, hein, plus tu arrives à donner des indices concrets, plus les gens y croient. Plus les gens y croient, et même toi, ça fait un travail, hein, tu es obligé de te souvenir, mais d'un autre côté, c'est un souvenir que tu vas garder et que tu vas être capable de raconter de mieux en mieux, pas pour flatter ton ego, mais pour l'assumer. Et plus tu vas l'assumer, plus tu vas être capable de creuser, mais au lieu de tourner en rond toujours sur la même chose parce qu'on te pose toujours les questions de la même façon, tu vas pouvoir innover. Tu vas pouvoir oser tester d'autres angles, d'autres terrains de jeu, et puis être capable d'être plus critique envers toi-même, parce que je pense que si tu fais preuve de critique envers les autres, hein, c'est parce que tu l'es surtout envers toi-même et tu aimerais bien qu'on te réponde. Parce que tu vois pas pourquoi c'est toi qui es au level. Il y a des gens que ça flatte, hein, d'être au top de tout le monde, hein, mais les gens que ça ennuie d'être la barre. Il y a des gens qui veulent voir la barre au-dessus d'eux. C'est parce que sinon c'est insupportable, hein, sinon il y a pas d'intérêt. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse d'être effectivement l'invité de podcast officiel, ça fait partie de ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, après, ce qu'on a enregistré là, je pense que je peux récupérer des trucs, hein, si ça te dérange pas, hein. Je vais voir ce que je peux extraire, hein, si je me suis pas trop planté sur le son. Non, mais après, si tu veux, on peut le refaire en mode réel, hein, Voilà. Non, mais là, je pense qu'il y a peut-être des bouts que je peux récupérer, on va voir. Et puis toi, effectivement, si ça t'intéresse,
Tu peux figurer sur la liste des invités si tu sens que la petite là, elle peut t'apporter quelque chose, hein. Ça Avec marche, hein? plaisir, Hein, avec donc plaisir. donc je t'interromps, je sais que c'est un T'inquiète, peu hein. rude, mais d'un autre côté, c'est déjà, une bonne heure 30, je sais plus, donc tu as aussi ton planning et je serais impolie de pas en tenir compte et voilà. Ben, Merci, merci hein, en tout cas, beaucoup. c'était sympa. Comment t'as trouvé, à part les interruptions, c'était pas trop compliqué? Ah bah, hyper simple en fait, Hein? hein. Hein, c'est pas Ouais, mal, ouais, hein? bah, là pour le coup, c'est Oui. plug and play quoi. Ah bah quand même, hein. Bah, apparemment, il faut quand même avoir Google Chrome, hein. Il est pas capable d'avoir un autre navigateur, mais bon, voilà, donc bah, ça te fait une option. Hein, s'il peut nous laisser tranquille plus d'une heure, hein, même en rechargeant, en rappelant, je pense que c'est pas mal, hein, tant que ça dure. Bah Moi, écoute, j'ai pas vu la console parce que moi j'avais le côté invité. Je voyais juste si quand t'avais lancé l'enregistrement, mhm, arrêter, commencer, ouais, mais bah c'est vrai que ça a l'air assez simple. là, il continue, donc je vais l'arrêter.